Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de TV5 Monde Face au territoire. Ce matin, 1h en direct. Mon invité, c'est Marisol Touraine. Bonjour, merci d'être avec nous. Marisol Touraine, vous avez été ministre des Affaires sociales, de la Santé, également du droit des femmes. Pendant 5 ans, vous êtes aujourd'hui la présidente d'United. C'est une organisation partenaire de l'OMS. On reviendra sur les sujets d'actualité tout au long de cette émission avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale. Ministre des Affaires sociales et de la Santé, 5 ans, de mai 2012 à mai 2017. 5 ans. Aujourd'hui, les ministres durent 3 mois. Qu'est-ce qui était mieux à votre époque ? Les repères politiques étaient clairs, il y avait une stabilité, il y avait du conflit aussi, c'est-à-dire qu'il y avait une opposition, il y avait des discussions sur le fond. Je crois que la durée, la stabilité, cela permet l'action. L'action peut être contestée, les décisions peuvent être discutées, mais en tout cas, je n'envie pas mes successeurs qui se succèdent à un rythme effréné au ministère. Ça n'est bon pour personne. Ça Quand n'est pas... on fait 5 ans, on ne sort pas lessivé. Si, on est lessivé, mais ce n'est pas le sujet. Aussi important. On est lessivé parce qu'on a tout donné, on a travaillé, c'est extrêmement exigeant, c'est extrêmement gratifiant en même temps parce qu'on a le sentiment de pouvoir apporter quelque chose à nos concitoyens. Mais enfin, c'est la loi du genre, si j'ose dire. On n'est pas ministre à vie et c'est tant mieux. Entre ministre à vie et ministre 3 mois, il faut savoir trouver le juste équilibre. Est-ce que vous avez ressenti le fait que d'être une femme était un avantage dans cette période-là, ou un inconvénient? Je rappelle que vous avez été ministre des Affaires sociales en 2012 à 2017. Oui, je ne raisonne pas du tout dans ces termes-là. Je crois vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce qu'aujourd'hui, ces débats existent. Oui, les débats existent, mais au fond, la gauche, le Parti socialiste, la gauche a porté l'idée de la participation des femmes à la vie politique et à la vie publique de manière générale. C'est un gouvernement de gauche qui avait fait voter la parité et qui a été très discuté à ce moment-là, et qui aujourd'hui n'est mise en question par absolument personne, parce qu'on sait que si on ne pousse pas, si on n'appuie pas, alors les réflexes multiséculaires l'emportent et les hommes trouvent toujours le moyen d'empêcher les femmes d'arriver aux responsabilités. Donc je ne crois pas que c'était un avantage ou un inconvénient, mais j'ai eu la chance de participer à un gouvernement qui était paritaire, dans lequel les femmes avaient des postes tout à fait importants, de responsabilités tout à fait importants, et je crois que c'est quelque chose dont la société a besoin. Voilà, vous étiez évidemment ministre des Affaires sociales et de la Santé sous le quinquennat de François Hollande. Absolument. Marisol Touraine est notre invitée ce matin dans Face au territoire. Dans un instant, Patrice Moyon de Ouest France sur ce plateau. Bonjour Patrice Moyon. Alors, un gros sujet, évidemment, la réforme des retraites. À son époque, Marisol Touraine a été vraiment très impliquée sur ces sujets. Oui, Marisol Touraine, bonjour. Vous avez effectivement été impliquée en 2013 dans le cadre de la réforme des retraites et vous avez réussi, au miracle, à faire passer presque sans difficulté cette réforme. Comment expliquer l'échec de cette réforme portée par Emmanuel Macron ? L'absence de négociation. L'absence d'écoute, sans doute, des syndicats, et en particulier des syndicats prêts à s'engager dans un compromis. Parce qu'il y a en France un rapport à la question des retraites qui est très particulier, qu'on ne trouve pas dans d'autres pays européens ou dans le monde. C'est une donnée. Donc on peut toujours dire, regardez en Suède, en Allemagne ou ailleurs. Nous sommes en France avec cette idée que le système de protection sociale suppose que chacun contribue, mais que le jour venu, il peut à son tour compter sur la solidarité nationale. Et c'est ce fil-là, cet équilibre-là qui a semblé remis en cause au moment de la réforme. Et donc je crois qu'il y a eu, je m'étais prononcée personnellement contre la réforme du gouvernement de Madame Borne, parce que je la trouvais, cette réforme, trop brutale, trop violente, alors que d'autres voies existent. Alors trop brutal, dites-vous, mais on voit que le recul de la démographie, dans un système qui repose sur la répartition, est menacé. Est-ce qu'il faut quand même, malgré tout, travailler plus longtemps ? Quelles seraient les pistes pour réussir une réforme des retraites aujourd'hui ? Vous l'avez dit, j'ai fait voter une réforme des retraites que je crois équilibrée, qui était juste et qui d'ailleurs est passé de façon consensuelle au Parti socialiste, qui a été voté par la majorité et qui n'a pas provoqué de manifestations dans le pays. Travailler plus longtemps, oui.
Oui. Je le dis, il faut travailler plus longtemps. Donc, faut-il que tout le monde travaille plus longtemps? Non. Et c'est ça la clé. Oui, mais alors, quand on repousse l'âge... il y a une unanimité de la part des syndicats pour ne pas franchir la barrière de 62 ans. Mais, oui. Donc vous leur dites, il faut malgré tout se préparer à travailler plus longtemps. Mais travailler plus longtemps, ça ne veut pas forcément dire fixer une barrière d'âge qui est la même pour tout le monde. Et c'est ça le grand problème de la réforme qui a été adoptée, qui a été votée, c'est que 64 ans pour tout le monde, de la même manière. Ça n'est pas juste, puisqu'il y a des gens qui commencent à travailler plus jeunes, il y a des gens qui ont des carrières pénibles. Par ailleurs, le gouvernement a supprimé la référence aux critères de pénibilité qui avaient été adoptés précédemment à mon initiative. Donc, je crois que travailler plus longtemps, dès lors que les besoins de financement existent, il ne faut pas le nier. La façon d'y aboutir, la façon d'y arriver est quelque chose d'important. Pour ma part, je me réjouis que des discussions aient été rouvertes par le gouvernement. C'est la bonne solution de remettre la balle dans le camp des syndicats et de discuter ? C'était peut-être pas la seule solution, mais en tout cas, c'est une bonne option, je crois, qui a été acceptée par tout le monde. C'est une bonne démarche. Il va falloir bouger. Je souhaite pour ma part qu'un compromis puisse être trouvé parce qu'il n'est bon pour personne qu'il y ait cette conflictualité permanente dans le pays qui génère non seulement de la défiance, mais de l'instabilité. Et pour avancer, il me paraît évident qu'il va falloir que le gouvernement accepte de toucher à cette borne d'âge. Une dose de capitalisation, ce serait la manière de sauver aussi le système par répartition ? Moi, je ne suis pas favorable à la capitalisation. Y compris collective ? Non, mais elle existe déjà pour les fonctionnaires. Oui, mais elle est très limitée. La question de la capitalisation, si elle est optionnelle, s'il s'agit de dire, si vous voulez vous contribuer à un fonds, chacun peut le faire. Mais s'il s'agit de dire, le système en tant que tel va reposer sur une part de capitalisation, ça n'est pas notre histoire, ça n'est pas les choix que nous avons faits historiquement. Pour ma part, je n'y suis pas favorable. Et quand on regarde ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays qui ont fait le choix de la capitalisation, on s'aperçoit qu'au moment de crise financière, les retraités n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer. Le système est en déficit aujourd'hui. Oui. Comment résorber ce déficit ? Est-ce que vous avez des pistes à proposer ? Non, je crois que l'avis de la Cour des comptes va évidemment être extrêmement important. Les négociations vont s'engager, je le disais, s'il faut travailler plus longtemps. Moi, je suis résolument en faveur de l'allongement de la durée de cotisation plutôt que en faveur d'un recul de la borne d'âge. La une de Ouest France, Patrice Moyon, aujourd'hui. Le marché du prêt-à-porter qui retrouve des couleurs. Voilà, on voit sur vous d'ailleurs ce matin. Merci Patrice Moyon, chroniqueur économique et social à Ouest France, spécialiste de l'Ukraine. Je ne sais pas combien de fois avez-vous été en Ukraine cette année ? 2 fois déjà depuis le début de l'année. Voilà, des sujets qu'on abordera d'ailleurs en fin d'émission. C'est Marisol Touraine, notre invitée, ministre des Affaires sociales et de la Santé sous François Hollande, qui est avec nous. Elle est présidente d'United aujourd'hui. On viendra sur ces questions tout à l'heure. On va partir, si vous le voulez bien, Marisol Touraine, à Marseille, où Olivier Biscay, qui est le directeur de la rédaction de La Provence, notre partenaire, a une question à vous poser. Olivier Biscay. Marisol Touraine, bonjour. La ministre Catherine Vautrin a indiqué sa préférence pour un seul texte de loi concernant la fin de vie, ce qui permet, selon elle, de prendre d'un côté les soins palliatifs et le côté fin de vie. Elle s'est ainsi démarquée du Premier ministre, François Bayrou, qui souhaite scinder le texte en deux. Où vous positionnez-vous de votre côté ? Je suis résolument en faveur d'un texte unique aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord parce que je refuse vraiment d'opposer les soins palliatifs à l'aide à mourir. Je crois vraiment que des personnes malades qui souffrent doivent évidemment être accompagnées. La question des soins palliatifs n'est pas en débat. Personne ne dit qu'il ne faut pas développer les soins palliatifs. En revanche, savoir que si la souffrance est là, qu'elle soit psychologique ou physique, on pourra compter sur une aide à mourir peut rassurer, peut apaiser et peut permettre d'affronter les difficultés. Je souhaite pour ma part qu'une loi qui est attendue par les Français puisse être votée, et pour qu'une telle loi soit votée, il est sans doute nécessaire de conserver l'architecture que les parlementaires ont construite, parce que ce sont les parlementaires qui se sont engagés. Retour à Marseille, depuis la rédaction de La Provence, Olivier Biscay.
Les Français plébiscitent l'idée d'un référendum, notamment sur la fin de vie. Le chef de l'État doit-il y répondre positivement ? Écoutez, s'il y a un sujet sur lequel un référendum est envisageable, c'est celui de la fin de vie. Mais je voudrais vous dire que je suis toujours un peu réservée sur cette idée de référendum parce qu'on a le sentiment que les Français vont pouvoir choisir dans le détail ce qu'ils voudraient, alors qu'en réalité, un référendum, c'est pas 15 questions où on répond par oui ou par non. On propose un projet de loi avec ce qui plaît moins, et c'est sur un texte global qu'on doit se prononcer. Ça n'est pas toujours si simple que cela. C'est la raison pour laquelle, souvent, les référendums reviennent en boomerang dans la figure de ceux qui les ont proposés. Marisol Touraine, on repart pour Marseille. Olivier Biscay. À titre personnel, Marisol Touraine, êtes-vous favorable à l'aide à mourir ? Oui, je suis favorable à l'aide à mourir. Je le suis depuis longtemps parce que je crois que les Français, aujourd'hui, souhaitent pouvoir choisir la manière dont ils vont finir leur vie, de même qu'ils souhaitent pouvoir choisir le plus possible la manière dont ils vivent tout au long de leur vie. La société a évolué. Nous sommes dans un moment où les conceptions personnelles, individuelles, l'emportent sur des convictions plus collectives, spirituelles, religieuses, même si celles-ci sont extraordinairement respectables. Et donc, moi, je suis favorable à cette évolution dont je veux dire qu'elle n'enlève rien à personne. C'est une loi qui ouvre une liberté sans en retirer à qui que ce soit. Il ne s'agit pas d'imposer l'aide à mourir, mais de la permettre à ceux qui la souhaitent, même s'ils sont très peu nombreux dans notre pays. Et puis la une de la Provence, pour conclure cette séquence de notre partenaire dans le sud, eh bien c'est Marseille à l'heure indienne. Voilà, avec Emmanuel Macron qui, vous le voyez, salue dans la cité phocéenne des Marseillais sans doute. Voilà. Merci. On part pour Lille, si vous le voulez bien, Marisol Touraine, notre invité ce matin dans Face au territoire. Guillaume Desplanques, qui est le rédacteur en chef à la fois de WEO TV, c'est la chaîne des Hauts-de-France, et de WEO Picardie. On l'écoute. Marisol Touraine, bonjour. En décembre dernier, vous avez décliné l'offre d'entrée au gouvernement de François Bayrou. Le regrettez-vous aujourd'hui ? Non, je ne regrette pas. Je l'ai dit, je souhaite que ce gouvernement réussisse. Mais pourquoi avez-vous refusé ? C'était une question personnelle aussi ? Non, c'est pas une question personnelle. C'est le sentiment que je ne me retrouvais pas dans le cadre qui était présenté. Mais je souhaite que la stabilité l'emporte et que ce gouvernement ait le temps d'agir et de proposer un certain nombre de réformes et de choses pour le gouvernement. C'est non à jamais, ou vous pourriez revenir dans un gouvernement ? Les questions ne se posent pas dans ces termes-là. En tout cas, aujourd'hui, moi, je souhaite vraiment que le gouvernement puisse avancer parce que la dissolution a ouvert une période d'instabilité dont nous n'avons pas besoin. Il est bon qu'il y ait de la durée. Nous en parlions tout à l'heure. Pour agir, il faut de la durée et il faut de la stabilité pour des raisons financières, pour aussi rassurer la population française. Nous sommes dans un monde extraordinairement complexe, menaçant, en plein bouleversement. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de l'instabilité. Et puis la une de La Voix du Nord et du Courrier Picard, nos deux partenaires du groupe Procel, voilà, qui sont partenaires de Face au territoire. Ils veulent lutter contre les mariages irréguliers. Évidemment, une de société, c'est le Courrier Picard. Et puis La Voix du Nord, vous l'avez vu il y a un instant. Voilà. Merci Patrice Moyon, éditorialiste à Ouest France, d'avoir été sur ce plateau avec nous. Dans un instant, Sylvain Courage du Nouvel Observateur. Je crois qu'on dit l'Obs ou on dit le Nouvel Obs. Ça a changé, on lui demandera d'ailleurs. Et sur ce plateau. Bonjour Sylvain Courage, vous êtes rédacteur en chef du Nouvel Obs alors, c'est ça ? Du Nouvel Obs. Voilà, il n'y a plus Obs tout seul et plus Nouvel Observatoire. On change pour se régénérer, mais on reste fidèle à notre identité. Voilà, Marisol Touraine est notre invitée aujourd'hui sur ce plateau. La gauche aujourd'hui... Oui, alors vous êtes issu de la grande famille socialiste. Oui. Comment comprenez-vous le choix de vos anciens camarades de renoncer à censurer le gouvernement Bayrou ?
Je pense que c'était une bonne décision. Franchement, on peut contester, et je le fais, la politique qui est menée par le gouvernement. On peut évidemment considérer que si on était au gouvernement en responsabilité, on ferait autre chose. Tout en souhaitant le bien du pays, et le pays a besoin de stabilité. C'est ce que je disais il y a un instant. On ne peut pas se payer le luxe dans le contexte international que nous connaissons, dans la situation du pays qui est traversée de conflits, d'interrogations, de doutes. On ne peut pas se payer le luxe de changement de gouvernement à répétition. Une fois ça va, deux fois bonjour les dégâts, comme dirait la publicité ou le slogan. Et donc, moi je comprends que le Parti socialiste n'ait pas voulu sanctionner, surtout qu'il a dit clairement qu'il ne légitimait pas la politique suivie, mais qu'il votait pour la stabilité et pour un budget pour la France. Je dois dire par ailleurs que je ne comprends pas non plus pourquoi il va y avoir une motion de censure dans quelques jours, parce que si on veut de la stabilité, on joue le jeu jusqu'au bout. Donc je ne comprends pas très bien. C'est un compromis. C'est un compromis, voilà. Vous connaissez la culture de la synthèse des socialistes. Oui, et je connais les discussions des bureaux politiques, mais voilà, il faut espérer que cette motion servira simplement d'avertissement et à exprimer un mécontentement et n'aboutira pas. Mais tout de même, ces décisions du Parti socialiste déstabilisent l'union de la gauche. Est-ce que politiquement, c'est un bon calcul pour les élections qui ne manqueront pas d'intervenir ? L'union de la gauche, ça n'a jamais voulu dire l'uniformité, l'unicité, et vous le savez parfaitement, parce que vous observez la gauche depuis un certain temps à travers l'Obs, la gauche, elle est multiple. Il y a au moins deux grandes tendances de gauche historiquement, qui ont su s'unir, qui ont su s'allier à certains au moment clé, et c'est de cela qu'il s'agit. Il faut que la gauche ne soit pas faite de composantes irréconciliables. Ça, j'en suis absolument convaincue. Pour gagner des élections, on a besoin de passer des pactes électoraux, de conclure des pactes électoraux. Ça ne veut pas dire qu'on pense surtout la même chose, qu'on a les mêmes propositions, mais on est capable de faire des compromis. Et lorsque le compromis n'est plus possible, ce que LFI semble indiquer, alors il faut pouvoir marquer son identité. Moi, je suis résolument favorable à ce que la gauche socialiste, social-démocrate, prête à gouverner, affirme son identité. Est-ce que ça doit aller plus loin ? On a vu là que Olivier Faure acceptait de participer au débat sur l'immigration pour défendre les valeurs de la gauche, tandis que d'autres sensibilités de la gauche sont farouchement hostiles même à la tenue d'un tel débat. Est-ce qu'il doit y avoir d'autres moments de discussion avec ce gouvernement de centre-droit ? Bon, il doit y avoir autant de discussions que possible. Chaque fois qu'on peut obtenir des avancées, on doit les obtenir. Et regardez la mise en place de la discussion sur les retraites dont on parlait il y a quelques instants, elle est aussi le résultat de cette pression, de cette discussion que je n'ose appeler négociation, car je ne sais pas si c'était une négociation en bonne et due forme, mais cette discussion, elle a produit des résultats. Donc ce qui compte, c'est que des avancées soient faites. Sur l'immigration, moi je comprends très bien la position ou ce qu'a pensé Olivier Faure, c'est qu'on passe son temps à reprocher à la gauche de ne pas vouloir regarder les préoccupations des Français, qu'il s'agisse de la sécurité ou qu'il s'agisse de l'immigration. C'est quoi, de l'opportunisme politique alors ? Non, mais c'est une façon de dire je suis à l'écoute, j'entends les préoccupations des Français, je ne suis pas insensible à ce que disent et à ce que perçoivent les Français de leur réalité du quotidien. Pour autant, je n'ai aucun doute. Il va y avoir une rupture. Non, mais je n'ai aucun doute. Avec M. Retailleau, la discussion va tourner court. Et il faut qu'elle tourne court. Je le dis très simplement, parce que parler de submersion migratoire, considérer que le droit du sol doit être remis en question, ça n'est pas possible pour quelqu'un de gauche, du Parti socialiste, comme de n'importe quel parti de gauche. Mais c'est une façon de dire, au fond,
c'est quoi pour nous l'attachement aux valeurs de la République, à l'identité politique de notre pays qui est multiséculaire. Vous en parlez localement. Est-ce que vous envisagez de vous réinvestir dans les discussions de la gauche pour par exemple désigner un candidat unique ou un candidat? On verra. Je ne sais pas. Moi, j'ai pris une certaine distance, mais je reste très attachée à ma famille politique. Toujours en contact avec. C'est ma famille politique, c'est mon histoire, c'est mon engagement, et je crois que cette famille politique peut avoir de nouveau un bel avenir si justement elle reconstruit le socle d'une identité propre. 60 ans d'histoire de France racontée par le Nouvel Obs, signé par vous, Sylvain Courage. Alors, il y a quoi dans ce livre? Une histoire de France mais à travers le prisme de la gauche? Les bouleversements de la société française, auxquels notre journal, qui a eu 60 ans en novembre dernier, a été étroitement associé. Et donc, en passant en revue les thèmes, les sujets discutés par le Nouvel Observateur, on s'aperçoit que la France, elle a changé, elle bouge quand même, et que donc la ligne progressiste du journal n'est pas morte. L'avez-vous offert, ce livre, à Marisol Touraine? Je vais le faire. Bon, j'espère bien. Et on voit que ça n'était pas forcément mieux avant, comme certains le disent. Bien trop sûr. volontiers. Sylvain Courage, rédacteur en chef du Nouvel Obs, merci d'être venu sur ce plateau. Vos rapports avec François Hollande, vous comprenez qu'il soit redevenu député, qu'il essaie d'influencer comme ça le groupe parlementaire, qu'il ait peut-être des ambitions présidentielle à nouveau? Oui, d'abord, c'est son choix, c'est son histoire. Vous lui parlez aujourd'hui? Oui, bien sûr. C'est son histoire, c'est son choix, sa volonté. Donc, je ne vois pas très bien au nom de quoi on devrait considérer que parce qu'il a été président de la République, c'est une bonne chose qu'il soit éventuellement candidat au présidentiel. Il le dira, il le décidera. Mais vous en pensez quoi, parce que vous le connaissez personnellement? Valéry Giscard d'Estaing a été président de la République et est redevenu député. François Hollande, à son tour, fait ce choix et je crois savoir que sa parole est écoutée au sein du groupe. Merci Marisol Touraine. On part pour Nice, en duplex et en direct, avec Denis Caro, qui est directeur des rédactions du groupe Nice Matin. C'est Var Matin, Nice Matin, Monaco Matin, et qui est depuis sa rédaction de Nice, de son superbe studio de télévision. Denis Caro. Bonjour Marisol Touraine. Dès votre arrivée au ministère de la Santé en 2012, vous avez lancé un plan ambitieux pour lutter contre les déserts médicaux. 13 ans plus tard, il faut 189 jours pour prendre rendez-vous chez un ophtalmo, il faut 11 jours pour consulter un généraliste et 93 jours pour avoir un rendez-vous chez un gynécologue. Qu'est-ce qui n'a pas marché et surtout, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour mettre fin à ces inégalités territoriales ? Je ne crois pas que ça n'ait pas marché. Il faut amplifier les efforts qui ont été engagés. Et je pense que les réponses à apporter restent les mêmes. Les jeunes médecins veulent travailler en groupe, dans des maisons de santé. Il faut favoriser le développement de ces structures. Il faut les soutenir au sens où les médecins veulent être médecins et pas des administratifs. Donc, tout ce qui permet de développer les postes d'assistants administratifs pour soulager la charge administrative des médecins ou des professionnels paramédicaux, c'est une bonne chose. L'argent, globalement, est moins bien utilisé qu'il ne l'était, puisqu'il y a autant d'argent, sinon plus. On voit bien chaque année que les budgets des hôpitaux, par exemple, pour les médecins, ne varient pas. Non, je crois pas que ce soit que l'argent soit moins bien utilisé. D'abord, il y a des choses qui coûtent plus cher, des traitements qui coûtent plus cher, des machines qui soignent mieux, qui détectent mieux, qui coûtent plus cher. Il ne part pas, comme on le dit souvent, que dans l'administratif. Non, et ça, c'est ce qu'on entend, hein, vous le savez. Oui, j'entends cela et je trouve que c'est très injuste. D'abord, les chiffres qui circulent sont souvent faux. On dit, par exemple, j'ai entendu que Nicolas Revel, le directeur de la PHP, dire que ça n'était pas 38% de personnel administratif qui avait dans ces hôpitaux, mais 6 ou 7%, que ceux qu'on appelle les administratifs, c'est des gens qui font des manipulateurs radio, des gens qui soutiennent
les professionnels médicaux qui font les analyses de laboratoire. Et au contraire, je crois que les médecins ont besoin d'être déchargés des tâches administratives. Donc on ne peut pas d'un côté dire les médecins sont écrasés par la paperasse et de l'autre considérer qu'il ne faut pas qu'il y ait autre chose que des médecins dans les hôpitaux. La une de Nice matin, Denis Caro, depuis Nice en direct. La une de Nice matin, le début du carnaval de Nice, consacré cette année à la mer et aux océans, et un carnaval qui fait le plein cette année. Vous allez y aller vous-même, Denis Caro? Vous allez monter sur un char? Alors, j'ai pas prévu de monter sur un char, mais il faut voir. Pourquoi pas? Merci Denis Caro, depuis Nice, en direct de votre rédaction du groupe Nice Matin. Voilà, on part pour Fort-de-France. Marisol Touraine, c'est notre invitée, l'ancienne ministre des Affaires sociales et de la Santé. Pendant 5 ans, 5 ans c'est notable quand les ministères durent aujourd'hui 3 mois, voire 6 mois. On va rejoindre Cyril Boutier depuis Fort-de-France, qui est le directeur éditorial et des rédactions de France Antilles. Il a une question pour vous. Bonjour Marisol Touraine. Vous connaissez particulièrement bien les questions de santé. La situation de l'hôpital aux Antilles et en Guyane est compliquée, avec des urgences surchargées, des manques de lits, un manque de médecins. Selon vous, comment et quelles mesures pourraient être apportées ? Lorsque j'étais ministre, je suis allée à plusieurs reprises outre-mer, aux Antilles en particulier, mais pas uniquement. Et un plan d'investissement très ambitieux avait été mis en place, puisque plus d'1 milliard d'euros pour l'investissement dans les établissements de santé, en particulier les hôpitaux, avaient été réalisés. Je ne sais pas ce que ces investissements ont donné une fois que j'ai quitté le ministère. Et ça me permet de faire le lien avec la question précédente. Je crois beaucoup à l'engagement dans les territoires. Il y a une politique nationale, évidemment, il n'y a aucune raison pour qu'on ne permettent pas les mêmes mesures, les mêmes avantages, si j'ose dire. On ne donne pas les mêmes droits aux Antilles, à Nice ou à Lille. Mais ensuite, les solutions, elles se construisent localement. Elles se construisent en partenariat avec les professionnels locaux, avec les responsables politiques locaux. Et c'est ce dialogue-là qui doit être construit. S'il y a des besoins importants aux Antilles, alors il faut construire les réponses avec les responsables aux Antilles. Et puis la une de France Antilles, notre partenaire est de France Guyane. On y tient, ce sont des unes locales avec un accident d'avion à la Dominique, vous le savez. Et puis la crise économique qui n'épargne pas la Guyane avec les problèmes dans le BTP. Merci Cyril Boutier depuis Fort-de-France, directeur éditorial de France Antilles. Et puis nous partons rejoindre Frédéric Ailly, qui est le rédacteur en chef du Dauphiné Libéré, qui a une question à vous poser internationale. On l'écoute, Frédéric Ailly. Bonsoir Marisol Touraine. Où est passée l'Europe entre la Chine et les États-Unis ? En tout cas, elle doit revenir. L'Europe doit s'affirmer. C'est vrai qu'elle est silencieuse en ce moment, trop silencieuse selon moi. Nous voyons que les États-Unis sont engagés dans une offensive planétaire, non seulement pour leur intérêt propre, mais aussi pour des valeurs que nous ne sommes pas, qui ne sont pas celles que nous défendons. La Chine est évidemment un partenaire puissant, même s'il est puissant dans la confrontation pour les États-Unis. La Russie va probablement retrouver des couleurs dans les semaines et les mois qui viennent. Et donc, il est urgent, important, que la France et l'Europe, qui ont des valeurs propres à défendre, se fassent davantage entendre. L'Europe, comme disait il y a maintenant quelque temps Jacques Delors, c'est cette alliance très particulière entre l'économie de marché, la compétitivité économique, les droits de l'homme et la protection sociale. Et c'est ce trépied, ces 3 caractéristiques qui fondent notre histoire et que nous devons défendre à un moment où des valeurs de démocratie, de solidarité, d'inclusion sont menacées par les populismes dans le monde. On va retrouver Frédéric Ailly, le rédacteur en chef du Dauphiné Libéré depuis Grenoble, qui a une deuxième question à vous poser, Marisol Touraine. On n'a pas entendu beaucoup les femmes et les hommes politiques pendant le procès des viols de Mazan. Quel message souhaiteriez-vous adresser à Gisèle Pelicot ?
celui de la reconnaissance et de la solidarité. La reconnaissance parce qu'elle a eu un courage incroyable et que ce courage a probablement permis à des femmes, des centaines, des milliers peut-être de femmes, de se sentir moins seules et d'avoir le courage d'aller porter plainte ou d'aller témoigner. Et puis la solidarité parce que la violence extrême qu'elle a vécue et qui, évidemment, ne peut pas être banalisée. Ça n'est pas une violence banale comme n'importe quelle autre, justifie que l'on dise que les femmes ont besoin de soutien entre elles aussi. Et nous sommes entrés... Je crois que depuis quelques années, la parole des femmes est mieux écoutée, mieux entendue. La place des femmes est mieux reconnue. Aujourd'hui, c'est l'expression d'une tolérance zéro à l'égard des violences en général, des violences envers les femmes en particulier, qui doit être notre message et notre boussole. Marisol Touraine, ex-ministre des Affaires sociales et de la Santé, dans Face au territoire ce matin. Merci Frédéric Ailly, rédacteur en chef adjoint du Dauphiné Libéré, un des journaux du groupe EBRA, les 9 journaux du groupe EBRA. Et on regarde d'ailleurs la une du Dauphiné Libéré, qui est une une locale de notre partenaire, donc du groupe EBRA, le Dauphiné Libéré. Dans un instant, Floréal Hernandez, le rédacteur en chef de 20 minutes, notre partenaire, est sur ce plateau. Bonjour Floréal Hernandez. Bonjour Cyril. On part sur des questions de société. Oui, ce jeudi soir dans Envoyé spécial, Élise Lucet fait passer des tests de dépistage de stupéfiants à des députés. On sait que c'est Éric Piolle qui l'a énoncé, notamment pour les députés, mais lui, il voudrait aussi les sénateurs et les ministres. Est-ce que vous, quand vous étiez en poste, vous auriez accepté ce test de dépistage ? Oui, enfin, j'aurais pu l'accepter sans risque, sans crainte. Oui, sans crainte et sans risque, car je pense par ailleurs que ça n'est pas du tout la consommation de drogue, y compris de cannabis, n'est pas anecdotique et il faut être prudent quand on veut banaliser cette pratique, même si aujourd'hui... force est de constater que nous avons une politique assez répressive en la matière et que cela n'empêche pas la consommation d'être la plus importante d'Europe, si je ne me trompe pas. Donc, il faudrait peut-être regarder comment avancer et comment être plus efficace. Encore une fois, en termes de santé publique, en termes d'ordre public, les drogues doivent être combattues. Avons-nous la bonne législation ? Je n'en suis pas certaine aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Donald Trump, la semaine passée, a annoncé la suspension immédiate de toutes les contributions de USAID, ce qui fait que c'est pour au moins 85 jours. Dans 20 minutes, il y avait Michael Neumann, directeur des études chez Médecins sans frontières, disait que des ONG vont crever, mais surtout des gens vont mourir, et massivement, de cette politique. Est-ce que vous êtes inquiète de cette décision brutale prise par le président américain ? Oui, je suis inquiète, je suis préoccupée. Pas seulement parce qu'aujourd'hui, des financements ont été coupés. On voit bien la méthode de Trump dans tous les domaines. Il avance comme un bulldozer, il annonce des décisions massives, brutales, et puis, quelque temps après, il revient partiellement en arrière, mais il en profite pour négocier, discuter, et donc il est probable qu'il va dire aux pays du Sud, si vous voulez que nous continuions à apporter des financements aux politiques, aux programme de santé dans votre pays, suivez ce que nous voulons. Alors, ça va être des avantages commerciaux, ça va être... Je ne sais pas. Ça change beaucoup des administrations précédentes. Oui, ça change beaucoup de Biden, mais même d'avant Biden, et y compris des républicains auparavant. Mais avant de regarder cela, moi, je veux dire que ce qui est en jeu, c'est
des valeurs. Ce sont des valeurs. La solidarité, c'est un engagement politique. Et la solidarité, ça n'est pas simplement apporter de l'aide, comme on dit, à des pays qui en ont besoin et à des populations qui en ont besoin. C'est aussi mettre en place un système qui nous protège. Puisque je suis présidente d'United, si une organisation comme United existe, c'est pour dire nous ne pouvons pas faciliter la santé ou assurer la santé de tout le monde, y compris dans nos pays développés, si nous ne garantissons pas la santé dans les pays plus défavorisés. Justement, faut-il s'inquiéter de la reprise ou du développement d'épidémies? On voit en Tanzanie aujourd'hui, il y a l'épidémie du virus de Marburg. C'était un des pays les plus dotés par USAID. Est-ce qu'il faut se craindre des reprises de ces épidémies? Mais le propre des maladies infectieuses, des maladies transmissibles, c'est qu'elles ne connaissent pas les frontières. C'est que lorsque quelqu'un qui a besoin d'un traitement quotidien, par exemple, parce qu'il a le VIH ou le sida, il a besoin d'un traitement quotidien. S'il n'a plus ce traitement, il va tomber malade, peut-être mourir, mais entre-temps contaminer d'autres personnes. Et donc, il y a un vrai risque pour les politiques de santé dans le monde, plus que pour les politiques, d'ailleurs, pour la santé des gens. La recherche aussi, parce que ce qui fait que le New York Times disait 30 essais cliniques ont été gelés, notamment un travail sur le VIH. Donc, il faut s'inquiéter aussi pour le futur, puisque là, sur le présent... La recherche est gelée, des décisions fondées sur la science peuvent être remises en question. La solidarité mondiale, qui est une valeur cardinale, encore une fois, qui a été portée par l'ensemble des gouvernements, quelle que soit leur couleur, au fil des décennies, et en particulier depuis 25 ans, est aujourd'hui en cause. Et le message, ce que je voudrais faire comprendre à nos concitoyens, c'est que contrairement à ce que l'on croit parfois, être solidaire, ça n'est pas simplement, même si c'est extrêmement important, se préoccuper de ceux qui sont les plus vulnérables. C'est absolument fondamental. Mais c'est aussi garantir qu'on va pouvoir bloquer des maladies, arrêter des maladies qui nous concernent aussi. On voulait voir y arriver les nouvelles maladies. On ne peut pas être en bonne santé chez nous si il y a des maladies dans les pays du Sud. Voyez-vous arriver les nouvelles maladies, justement, à la tête d'United? Est-ce que vous percevez ces nouveaux virus qui pourraient arriver, dont on a peur d'ailleurs régulièrement? On parle de ça. On a vécu le Covid il n'y a pas si longtemps. On voit que se développe aux États-Unis la grippe aviaire, sans que l'on puisse encore savoir jusqu'à quel point elle va se développer et prendre une dimension plus importante que simplement nationale. Il y a aujourd'hui des femmes et des hommes qui peuvent être sauvés. Et la raison pour laquelle, à United, nous sommes engagés avec d'autres organisations, c'est que nous savons que ça marche. Que les programmes que nous mettons en place, ils fonctionnent, ils guérissent, ils sauvent des vies. Nous améliorons la vie de 300 millions de personnes par an. Si nous n'avons plus les ressources pour le faire, ce qui aujourd'hui n'est pas en cause, puisque les Américains ne sont pas nos financeurs, on voit bien que ce sont 300 millions de personnes qui pourraient vivre en moins bonne santé. Merci Floréal Hernandez, rédacteur en chef de 20 minutes. On va partir tout de suite à Aix-en-Provence où Tom Benoît a une question à vous poser. Bonjour Marisol Touraine, la recrudescence de cancer en France chez les jeunes est préoccupante, plus encore que chez nos voisins européens. La surexposition aux ondes, l'alimentation composée essentiellement de produits transformés et de calories vides de nutriments, toutes ces notions ne semblent pas suffisamment prises en considération. Elles le sont apparemment par Robert Kennedy, le nouveau ministre de la Santé des États-Unis. Est-ce qu'il se pourrait que les Américains avancent plus vite que nous à ce niveau-là, au même titre par exemple qu'après avoir été un pays pionnier de la cigarette, les États-Unis se sont délestés plus rapidement que nous du fléau du tabac, puisque je rappelle que les Américains fument aujourd'hui en moyenne 3 fois moins que les Français. Les Américains ont engagé une... Ça, c'est vrai. Moi, j'ai vécu aux États-Unis. Oui, mais le jour où ils ont arrêté de fumer... Oui, moi aussi. On ne peut même plus fumer sur les plages en Californie. Mais ça fait des dizaines d'années, donc c'est un effort de longue durée. Mais on peut leur reconnaître une prise de conscience et évidemment une prise d'action immédiate.
Oui, enfin, Emilia, je ne sais pas, mais enfin, ça a été fait il y a plusieurs décennies, et j'ai moi-même lancé un plan de réduction du tabagisme. J'ai été très secouée par certains opposants lorsque je l'ai fait. J'ai fait voter le paquet neutre, mis en place toute une législation nouvelle, des restrictions nouvelles qui ont donné des résultats, et même si nous ne sommes pas au niveau des Américains ou des Anglais, qui sont également très pionniers en matière de lutte contre le tabac, il y a moins de fumeurs aujourd'hui en France qu'il n'y en avait il y a 10 ans. Ce qui veut dire qu'une action résolue peut donner des résultats. Et c'est ça qui est encourageant. C'est que lorsque l'on veut, on peut. Kennedy n'est pas une référence pour moi. S'il prend à bras-le-corps la question de l'obésité, qui est un fléau massif aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France, pour le coup, là, nous sommes en avance, puisque la France est un des rares pays au monde où le nombre de diabétiques a reculé depuis quelques années. Donc, s'il prend ce fléau à bras-le-corps, tant mieux. Mais moi, je suis préoccupée. Non, je n'ai pas de raison de le rencontrer aujourd'hui. Mais je suis préoccupée par les déclarations qu'il a pu faire sur la vaccination. Parce que quand on est un ministre de la Santé, on défend la vaccination. La vaccination, elle a sauvé des vies. Elle a éliminé des maladies comme la variole. On estime à des dizaines de millions de morts évitées la vaccination contre la rougeole. On a bien vu que l'épidémie de Covid a changé de nature le jour où le vaccin est arrivé. Donc, franchement, un ministre de la Santé vaccino-sceptique, c'est un sujet de préoccupation. Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé sous le gouvernement de Manuel Valls, mais aussi de Bernard Cazeneuve, qui était notre invité il y a quelques jours ici. Merci beaucoup, Flora Hernandez, rédacteur en chef de 20 minutes. Dans un instant, Demet Korkmaz de TV5 Monde sur ce plateau. Bonjour, Demet Korkmaz, évidemment, des questions internationales. On revient sur United, la présidence de Marisol Touraine actuelle. Alors, on parle beaucoup du retrait de Donald Trump de l'OMS. On parle beaucoup moins de la poussée des idées populistes ou nationalistes. Est-ce que vous ressentez, vous, ces secousses géopolitiques? Parce que la santé, c'est aussi politique. La santé, c'est éminemment politique, vous avez raison. Et on l'évoquait il y a un instant. Le fait que les populistes du monde entier, qui sont malheureusement de plus en plus nombreux, se saisissent de certains sujets de santé comme d'un étendard. La vaccination en particulier est préoccupant parce que la remise en cause de la science, la remise en cause des avancées de la recherche, c'est une menace directe pour les populations les plus vulnérables en particulier. À United, nous travaillons spécifiquement pour les populations les plus vulnérables, puisque notre raison d'être, c'est de permettre à l'innovation qui existe dans le secteur de la santé d'être mise à disposition de ceux qui vivent dans les pays les plus défavorisés. Est-ce qu'il y a de la méfiance dans certains pays? Je sais que vous agissez par exemple au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Est-ce qu'il y a de la méfiance dans ces pays, à l'inverse, vis-à-vis de ces organisations internationales? Il peut y avoir des interrogations, il faut le dire très, très clairement, sur le fait que ce sont des organisations qui sont toutes nées dans les pays du Nord, même si elles ne sont pas... La France est à l'origine de la création... La France a contribué à la naissance d'United, mais je veux le dire, avec le Chili et avec le Brésil. Donc ça n'était pas une création simplement d'un pays du Nord, c'était résolument, dès le départ, la volonté d'avoir une approche mondiale, globale, en direction des pays du Sud. Mais je crois qu'il faut évidemment aujourd'hui avoir une approche qui soit de dialogue avec les gouvernements des pays dans lesquels nous intervenons pour pouvoir élaborer ensemble, avoir une co-construction des politiques que nous proposons. Le temps où on arrivait de Genève, puisque ça n'est pas en France que se trouve United, le temps où on arrivait de Genève, à côté de l'OMS, au Mali, au Kenya, au Pérou, au Vietnam, en disant voilà ce qu'il faut faire, ce temps-là, il est révolu. La Chine veut prendre la place des États-Unis au sein de l'OMS. Est-ce que la Chine serait un partenaire plus fiable, de confiance? Je ne sais pas. Comment je ne sais pas. Disons que l'épisode du Covid a de quoi, disons, susciter
quelques interrogations et quelques perplexités. Donc je serai évidemment prudente. Moi, je souhaite que l'Europe prenne toute sa place. On ne sait pas suffisamment que plus de la moitié des financements de l'aide aux pays du Sud provient de l'Europe, des pays donc on a européens mauvaise réputation et de pour rien, la au fond. Commission. Et donc, faisons-le savoir. Portons un discours politique sur la solidarité internationale. Je crois que l'Europe les financements est bien d'UNITED placée. sont pour la plupart pas des financements publics, hein, vous l'expliquiez tout à l'heure. Si, l'UNITED a des financements publics qui viennent de pays divers, la France, le Royaume-Uni, du privé aussi, la Norvège, la Fondation Gates apporte des financements, d'autres fondations peuvent contribuer à UNITED, mais l'essentiel de nos financements sont publics. Est-ce que les pays contributeurs... inconditionnels. C'est-à-dire que les pays... C'était ma question. Est-ce qu'un contributeur arrive avec ces conditions, par exemple? Non. Par exemple, régler telle maladie ou soigner telle chose. Ou éviter d'intervenir dans tel pays ou sur telle maladie. Non, ça clairement non. Qui s'y opposerait à ce moment-là? Vous, la présidente et le conseil d'administration de l'organisation. En revanche, nous pouvons accepter des financements qui soient fléchés sur certains programmes. Par exemple, lorsque la Fondation Gates nous dit je souhaite qu'une partie de ma contribution soit dédiée à la santé des femmes, nous l'entendons. Mais c'est cela. Il n'y a pas de conditions de pays, il n'y a pas de conditions de régime politique, il n'y a pas de pression possible. L'un des griefs formulés par l'administration Trump était de dire que ces organisations sont trop liées aux laboratoires pharmaceutiques. Qu'est-ce que vous répondez à ça n'a absolument aucun sens. Et que l'administration Trump 1, qui a vécu le début du Covid, a poussé de façon extrêmement forte la recherche pour les vaccins et le développement d'un vaccin, parce que les États-Unis voulaient un vaccin américain avec l'idée que c'était, comme on dit, du soft power, de l'influence américaine. Si vous voulez sauver des vies, il faut qu'il y ait de la recherche, il faut qu'il y ait du développement, il faut qu'il y ait des entreprises et des industries qui permettent d'aller de l'avant. En revanche, et c'est ça le rôle d'UNITED notamment, nous ne pouvons pas accepter n'importe quel prix et nous ne pouvons pas accepter que le développement de nouveaux médicaments se fasse à un prix qui empêche les pays du Sud d'y accéder. C'est la raison pour laquelle l'une de nos caractéristiques, de nos missions, c'est de négocier les prix. Et sur le sida, par exemple, nous pouvons proposer des traitements pour $45 alors que ça coûte des milliers de dollars dans les pays développés. Aujourd'hui, quel est le futur de la santé mondiale, de la santé mondiale, pardon. Est-ce qu'on va vers une régionalisation comme un peu ce que l'on observe sur la scène géopolitique? Je pense qu'il faudra aller vers davantage de régionalisation et que les conditions d'intervention des acteurs de la santé mondiale sont en plein bouleversement. Effectivement, nous devons dialoguer, je le disais, co-construire avec les pays, ce qui veut dire aussi favoriser le développement industriel dans les pays du Sud et avoir une approche régionale. Merci. Je pense que c'est ça la voie de l'avenir. Korkmaz de la rédaction internationale de TV5 Monde. Marisol Touraine, quelques questions avant de nous quitter sur celui que vous avez enfanté entre guillemets en politique, Gabriel Attal. Vous êtes considéré un peu comme sa marraine politique. Aujourd'hui, il traverse une mauvaise passe, à la fois dans les sondages, un certain nombre de mauvais papiers sur lui. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez à Gabriel Attal aujourd'hui? De dire ce qu'il pense et d'aller de l'avant en exprimant ses convictions et en les exprimant avec force. Gabriel Attal vient de la gauche, c'est un jeune homme brillant. Toujours en contact avec lui? Oui, je le vois de temps en temps, mais il est brillant et nous avons des relations tout à fait amicales qui n'ont rien à voir de politique. Mais il est brillant. Il doit maintenant exprimer. Il est trop pressé, selon vous?
on n'est jamais trop pressé, mais il faut exprimer ses idées, ses positions avec force, quitte à ce que parfois elles prennent à rebrousse-poil l'opinion du moment. Et prennent à rebrousse-poil le président de la République, Emmanuel Macron? Ça, c'est leur histoire et leur relation. Je ne vais pas m'immiscer dans ce que je ne connais d'ailleurs pas de leur relation. Il était donc en poste dans votre cabinet. C'est un peu comme ça qu'il est né, entre guillemets, en politique. Oui. Et vous lui voyez un avenir mieux qu'encore que Premier ministre? Je lui souhaite. Maintenant, les avenirs ne se décrètent pas. Un autre personnage politique qui est revenu sur la scène aujourd'hui, qui est Manuel Valls, ministre d'État, ministre des départements et des territoires d'outre-mer, qui a été Premier ministre, vous avez été sa ministre, vient de faire adopter à l'unanimité son projet de loi sur Mayotte. Vous trouvez ça bien qu'il soit revenu dans l'actualité, revenu aux premières loges du politique sur des sujets de ce type? Je n'ai pas de jugement à apporter. Je ne sais pas au nom de quoi je dirais que c'est bien ou pas bien. Parce que vous l'avez très bien connu, vous avez été sa ministre. Des bons points ou des mauvais points. Non, mais je sais qu'il le souhaitait. Donc, puisqu'il le souhaitait, puisqu'il voulait pouvoir apporter son expérience, sa contribution à un gouvernement, qu'il ait la possibilité de le faire, eh bien, tant mieux pour lui. J'ai été sur un certain nombre de sujets en désaccord. J'ai exprimé ma distance par rapport à des positions qu'il a pu adopter. Mais voilà, c'est la vie politique, c'est le jeu politique, et encore une fois, puisqu'il souhaitait exercer de nouvelles responsabilités, c'est une bonne chose pour lui, en tout cas. Et vous? Alors, tout à l'heure, on a évoqué un petit peu les choses. Donc, vous êtes présidente du conseil d'administration d'United. Vous avez passé 5 ans dans un ministère très important, Affaires sociales et santé. Est-ce que vous pourriez vous sentir à nouveau utile dans l'exécutif? Et sous quelle configuration? Avec qui? Je ne rentre pas dans... on pourrait, la question est légitime. Oui, bien sûr, mais comme on l'a dit, je n'ai pas souhaité le faire il y a quelques semaines. Je suis pleinement engagée dans l'action pour United et dans un moment qui est difficile pour l'action internationale. Une forme de... Est-ce que vous pourriez y aller, quoi? Mais il y a des circonstances dans lesquelles ce serait possible. On verra si ces circonstances se présentent. Mais je suis heureuse dans les fonctions que j'exerce. Je me sens utile. Et encore une fois, les défis mondiaux sont gigantesques et il faut pouvoir les relever. Donc on ne peut pas savoir si vous allez, par exemple, faire la campagne présidentielle d'un tel ou d'un tel, ou accepter de vous occuper de ces sujets. Ne tombons pas dans la marmite présidentielle trop tôt. Je crois que les Français sont un peu lassés de voir qu'on oublie de s'occuper d'eux pour pouvoir s'occuper des élections à venir. Merci. En tout cas, moi, je suis pleinement à ma tâche. Merci beaucoup, Marisol Touraine, d'avoir passé une bonne heure avec nous. Vous êtes rare à la télévision, donc on vous remercie d'être venu sur ce plateau en direct ce matin. La semaine prochaine, c'est Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, qui sera avec nous à votre place. On parlera évidemment beaucoup des relations commerciales avec la Chine, les États-Unis, et puis aussi la guerre qui se profile à droite. Merci à vous. Les programmes continuent sur TV5 Monde.